Bonjour, je viens auprès de vous parce que je me résous à enregistrer mon cours parce que je crains que les mouvements sociaux ne nous permettent pas de reporter cet enseignement et par conséquent, je procède à un enregistrement de manière à ce que vous ayez accès au contenu de celui-ci. Donc je vous remercie de votre écoute. Ce cours, vous allez pouvoir l'écouter et puis vous allez pouvoir avoir accès en même temps aux diapositives de manière à ce que les choses soient aussi claires que possible. Donc, par conséquent, je procède maintenant à la projection du PowerPoint que je voulais vous présenter, et puis je vais le commenter tout au long. Merci de votre écoute. Donc voilà le titre de ce cours. Je me présente. Je suis Alain Soma, je suis professeur de psychologie sociale au sein de l'université Rennes 2 et mes travaux dans le domaine judiciaire ont porté sur les logiques d'entretien et j'ai souhaité appeler ce cours que je poursuivrai probablement dans les années qui viennent en M1, puis éventuellement en M2, et bien porte sur les entretiens témoins et suspects et vous montrer combien la psychologie sociale et cognitive est susceptible d'apporter des éléments intéressants, pertinents pour le déroulé de l'enquête. Donc, nous allons le voir sur certains de ces points. En effet, euh, les travaux sur la mémoire, plus spécifiquement, sont susceptibles de venir servir le projet judiciaire. Alors peut-être avant de commencer, j'ai souhaité vous mettre à disposition 2 ouvrages susceptibles de venir, vous permettre de poursuivre, votre examen de cette littérature si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus avant et aller un petit peu plus loin. Le premier ouvrage que j'avais envie de vous mettre à disposition, c'est celui-ci. Ce premier ouvrage, c'est le manuel d'Alain Buquet, qui est un manuel de criminalistique moderne et qui globalement vous montre comment, au cours d'une enquête, c'est-à-dire avant qu'on arrive au procès, comment au cours d'une enquête les choses se déroulent et quelles sont les expertises qui sont susceptibles de venir servir cette enquête. Et vous le verrez, on va y revenir. L'enquête peut être service de diverses manières, mais de la police technique et scientifique, bien sûr, mais également un regard de psychologue susceptible d'améliorer, de parfaire le déroulé de cette enquête, et puis bien sûr de parvenir à administrer la preuve. Et donc, on est bien dans une logique avant procès, et on est sur une logique de l'apport de la psychologie à cette logique de l'avant-procès. Donc, manuel de criminalistique moderne, que je vous invite à feuilleter, à regarder quand vous passez à la bibliothèque. Vous verrez, il y a des choses extrêmement passionnantes sur, entre autres, la police technique et scientifique, mais aussi sur la dimension psychologique et l'apport de la psychologie à l'enquête. Deuxième ouvrage qui, lui, vient très directement servir cet enseignement, c'est un ouvrage que j'ai commis avec quelques collègues à la fin des années 2000 et vous montrant que la psychologie peut, entre autres sur les problématiques de témoignage, apporter un certain nombre de choses. Et dans cet ouvrage, bien globalement, nous montrons que le témoin, dans une situation judiciaire, est sous influence et pour essayer de se donner les moyens de recueillir des éléments de preuve, nous avons pour projet, dans cette logique-là, de se servir de tout ce que l'on sait sur le fonctionnement psychologique en vue de parfaire le déroulé du travail d'enquête. Et donc, c'est sur ce bouquin-là que je vais enseigner, que je vais dire un certain nombre de choses. Mais peut-être avant d'en venir là, je voudrais vous montrer combien cette logique de la psychologie, enfin ces travaux en psychologie sont susceptibles d'apporter à l'administration de la preuve. Alors voilà, en termes de bibliographie, ce que je pourrais vous conseiller si vous voulez aller plus loin, donc le bouquin de Buquet, je viens d'en parler, le bouquin de Berton et collaborateurs, je viens d'en parler. Peut-être redire ce que d'autres ont déjà dit, mais j'avais envie de mettre en avant le bouquin de Danet
sur la criminologie, qui me paraît être un bouquin intéressant, important. J'aime beaucoup cet ouvrage-là, je trouve facile à lire. Un ouvrage sur bien l'impact des médias dans le domaine judiciaire, et donc le bouquin de Marchand, Psychologie sociale des médias. Et puis enfin, l'ouvrage de référence américain sur la criminologie, la criminalistique, Psychology and Law, l'état d'une discipline, hein, The State of the Discipline, que vous trouverez facilement à la bibliothèque, je pense. Donc voilà, en termes de lecture, vous pourriez vous reporter vers ces éléments-là si tout ce qu'on vous raconte vous passionne et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Alors pour commencer, peut-être redire ce que d'autres collègues ont déjà dit, mais j'avais envie de le dire parce que parfois je le dis un peu différemment. Et je voudrais faire une distinction entre criminologie et criminalistique. Pour moi, c'est essentiel parce que ce que je vais raconter se positionne plutôt du côté de la criminalistique. Et donc, je voudrais vous proposer deux définitions de manière à essayer d'être le plus clair possible. Alors, peut-être d'abord une définition de la criminologie. Alors, pour moi, la criminologie, j'aime bien avoir cette définition contrastée, ces définitions contrastées qui ont 100 ans d'écart. Vous avez d'abord Durkheim, sociologue, qui définit le crime en le référençant à la loi. C'est-à-dire que, voilà la définition qu'il propose, nous appellerons crime tout acte puni, et nous faisons du crime ainsi défini l'objet d'une science spéciale qu'il appelle la criminologie. Et donc, vous voyez, c'est important de dire les choses comme ça, parce que ça veut dire que la notion même de crime ne peut pas être une approche morale de la chose, mais est bien une approche légale de la chose, puisque on considère qu'un crime est un acte puni par la loi, et que ainsi, eh bien, on va définir ce qu'est cette discipline particulière qu'on appelle la criminologie. Et puis, vous avez 100 ans plus tard, eh bien, Gassin, qui dans son ouvrage très, très exhaustif sur la criminologie, définit en début de cet ouvrage la criminologie, et il considère que c'est une étude du phénomène criminel. Et cette étude, il la qualifie eh bien, comme scientifique. Et vous voyez bien qu'ici, de manière implicite, dans la définition de Gassin, eh bien, il y a cette idée qu'ici, on va étudier un phénomène criminel qui peut être quelque chose d'individuel, et qui relève de ce qu'est la personne, alors que dans la définition de Durkheim, on est véritablement dans une logique sociologique, dans une approche sociologique du crime. Et donc, vous repérez dans ces deux définitions que j'ai choisies évidemment à dessein, et qui ont 100 ans d'écart, une opposition traditionnelle en criminologie, qui est une opposition entre ce qui relève de l'individu dans le crime et ce qui relève de la société dans le crime. Et donc, vous avez cette opposition traditionnelle entre science du délinquant telle qu'on va la retrouver chez Lombroso, ça vous a probablement été enseigné ailleurs, et puis vous avez cette discipline qui est la science du délit, telle qu'elle est enseignée par Durkheim. Vous voyez que Durkheim, pour Durkheim, le crime est défini au travers de son inscription dans une société donnée. Alors que pour Lombroso, mais pour Gassin également, de manière un peu plus implicite, mais parce que on est 100 ans plus tard, le crime peut être aussi approché au travers de ce que sont les personnes. Donc voilà le point que vous devez avoir à l'esprit, et qu'il conviendra bien sûr de conserver. Alors maintenant, pour passer à la diapositive suivante, eh bien, la criminologie, c'est pas la criminalistique, et ça, je veux insister là-dessus. La criminalistique, c'est l'ensemble des sciences et des techniques qui sont utilisées en justice pour établir des faits matériels.
fait matériel constitutif de l'acte délictueux, de la culpabilité de la personne qui l'a commis. Comprenez que la criminalistique, c'est une logique qui a pour objectif, enfin, c'est une discipline qui a pour objectif d'établir des faits matériels qui vont être explicatifs, qui vont nous permettre de comprendre l'acte délictueux et qui vont nous permettre, le cas échéant, d'attribuer de la culpabilité à la personne qui a pu le commettre. Alors, dans cette logique qu'on appelle la criminalistique, dans cette discipline qu'on appelle la criminalistique, eh bien, on va trouver, et c'est ce que vous explique très bien l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure de Buquet, on va trouver 4 sous-disciplines constitutives. D'abord la médecine légale, c'est-à-dire que, bien, en criminalistique, pour tenter d'établir des preuves, nous allons le montrer tout à l'heure, eh bien, et on peut se donner pour objectif, eh bien, de procéder, à des analyses, de procéder, à un certain nombre, d'examens de la victime, sous forme, d'expertise, de médecine légale, d'autopsie, qui permettent, le cas échéant, eh bien, de venir, comprendre, ce qui a pu se passer et d'établir, des faits, constitutifs, du crime sur lequel on est en train de travailler. Et puis vous avez, 2e et 3e versant, 2e et 3e point, la police scientifique, la police technique. Police scientifique et technique, eh bien, qui va se donner pour objectif, de procéder à l'analyse de traces susceptibles de venir servir la compréhension du déroulé d'une affaire telle qu'on peut supposer qu'elle s'est passée à partir de ce que l'on est susceptible de recueillir sur la scène du crime, au moment où on y intervient. Et puis enfin, le 4e volet, eh bien, c'est ce qui va nous concerner, ce qu'on pourrait qualifier de psychologie, judiciaire. Alors il est clair, et vous devez bien le comprendre, que la logique, enfin la frontière entre, criminologie et criminalistique, elle est floue. Elle n'est pas si évidente que ça. Mais en tout cas, ce que vous devez peut-être, entendre, comprendre, lire au travers de ce que je vous présente là, c'est que, l'une alimente l'autre et inversement. C'est-à-dire que, par la compréhension du déroulé d'une affaire, eh bien, on vient, effectivement établir des faits matériels qui sont constitutifs, de l'acte délictueux sur lequel on travaille. Mais vous devez comprendre aussi que grâce à la criminalistique, eh bien, on vient, expliquer le crime, on vient le comprendre, on vient élucider, on vient et donc vous voyez bien que, il y a bien une logique, qui consiste à faire en sorte que l'un alimente l'autre et que l'autre alimente l'un, quoi. Alors, le propos que je tiens, qui permet de distinguer aussi clairement que possible, criminologie et criminalistique, eh bien, n'est pas quelque chose d'aussi évident que ça, puisque un certain nombre de mes collègues ne font pas cette différence aussi explicitement que je viens de la faire. Moi, j'aime bien la faire parce que ça permet, de dire, bah, il y a un certain nombre de choses qui se passent avant procès, il y a un certain nombre de choses qui se passent après procès, qui sont des logiques plutôt explicatives du crime, mais avant procès, eh bien, l'enjeu, c'est, d'établir des faits matériels constitutifs d'un acte délictueux, de manière à pouvoir, mener son enquête et puis, disposer de quelques éléments sur lesquels, on pourra, procéder à un jugement. Alors la criminalistique, donc voilà, j'insiste sur l'idée qu'elle a un but probatoire, c'est-à-dire que le but, c'est bien de recueillir des preuves. Heu, L'enjeu n'est pas, hem, d'expliquer l'action, criminelle, ça c'est plutôt du registre de la criminologie, mais là, on est sur la logique d'un but probatoire avec ces 4 disciplines: police technique, police scientifique, médecine légale et psychologie judiciaire. Alors évidemment, je ne vais pas me donner pour objectif de rentrer, très explicitement dans chacun de ces points. Si vous avez, un intérêt pour ces choses-là, je vous renvoie à l'ouvrage de Buquet, qui rentre très précisément, dans le travail d'autopsie, sur, la logique sur la manière dont on doit s'y prendre pour mener ces autopsies, les apports de la psychologie, les apports, pardon, de la science pour,
bien, mener le travail du policier. Donc c'est la police, technique, c'est la police scientifique et là, vous pouvez, dans cet ouvrage-là, trouver tous les éléments susceptibles de venir vous, servir et d'éveiller votre intérêt. Je vais bien sûr m'arrêter sur ce qui relève de la psychologie judiciaire, parce que c'est là-dessus que j'enseigne. Et puis c'est là-dessus que je suis compétent et c'est dans ce champ-là que moi j'ai eu l'occasion de travailler pendant, plusieurs années et donc je veux essayer de vous faire passer un certain nombre d'éléments pour, éventuellement éveiller votre intérêt. Dans ce champ-là, la psychologie, a pour objectif dans cette, approche qu'on appelle la psychologie judiciaire et bien, les apports de la psychologie participent de l'administration de la justice puisque, ça va permettre, d'apporter un certain nombre d'éléments pendant l'enquête. Comment est-ce que la psychologie est susceptible de venir servir l'enquête? Et puis, ça peut permettre, le cas échéant, d'apporter des éléments au cours du procès. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, plus spécifiquement, dans le cadre de ce cours, parce qu'on pourrait enseigner sur, énormément de choses dans ce champ-là, je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à recourir à l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, «Témoins sous influence», qui vous permet de voir, à peu près tous les champs que l'on peut couvrir sur ce registre-là. Mais dans ce cours-là, je voudrais plus spécifiquement parler de témoignages et du recueil d'informations auprès des témoins et participants d'une scène criminelle et je voudrais vous faire sentir quelle est la problématique et en quoi la psychologie est susceptible de venir servir, cette, ce versant de l'enquête et vous montrer combien, évidemment, les travaux qui sont conduits en psychologie sont importants pour cette administration de la preuve et donc c'est l'objet de ce point 2. Alors, une enquête, c'est quoi? Eh bien, une enquête, c'est une source, c'est un ensemble d'informations disponibles dont dispose l'enquêteur pour tenter de résoudre une problématique à laquelle il s'affronte quand il découvre une scène de crime. Et donc l'enquêteur, beh, il va, se livrer à cet exercice, qu'on appelle un travail d'enquête et pour cela, eh bien, il arrive, sur une scène de crime et sur cette scène de crime, il va essayer de recueillir un certain nombre d'éléments susceptibles de venir le servir pour, mener à bien, mener à terme, mener, autant que faire se peut, dans les meilleures conditions possibles, l'enquête qu'il a à mener. Alors pour résoudre une enquête, il dispose d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments importants. D'abord, il a, à sa disposition et là, je dois dire que les choses sont parfois un peu compliquées, mais il a, à sa disposition un ensemble d'éléments liés à ses informateurs, avec lesquels il entretient autant que faire se peut les meilleures relations. Ces informateurs vont venir, lui livrer des, rumeurs, des informations qui sont susceptibles de courir dans un groupe, particulier, qui est, bah, un groupe un peu hors zone, d'individus qui peuvent, s'être livrés à des exactions particulières et donc auprès de ces informateurs, il va pouvoir entendre ce qui se dit à un moment donné sur une affaire particulière et il va pouvoir y recourir. Ce qui se dit peut être vrai, ce qui se dit peut être faux, mais en tout cas, ça peut donner pour, l'enquêteur un certain nombre de pistes vers lesquelles il devrait aller pour pouvoir, conduire l'enquête qu'il a à conduire. Son rapport avec ses informateurs, est une problématique intéressante parce que, bien l'enquêteur doit pouvoir, à la fois garder distance et ne pas rentrer, trop en proximité avec ses indicateurs, avec ses informateurs, mais dans le même temps, il faut que néanmoins qu'il puisse entretenir les meilleures relations. Donc il faut qu'il puisse, entretenir la, bien le fonctionnement de ces informateurs et la proximité doit être toujours sous contrôle et ça, c'est parfois un peu compliqué, c'est parfois un peu complexe. On a à l'esprit un certain nombre d'affaires où parfois les enquêteurs peuvent, glisser dans leur rapport avec leurs informateurs et ça peut rendre leur positionnement un peu complexe. Bon, je passe sur cette problématique des informateurs, mais en tout cas, c'est un élément essentiel, hein, dans une enquête. Pour un enquêteur, recourir à ses informateurs, c'est évidemment très important. Deuxième point, sur une scène de crime, eh bien, l'enquêteur, il se trouve confronté à un certain nombre de traces et d'indices
traces et indices qui sont susceptibles de venir lui servir. Et là, on est dans le registre, dans le, dans le domaine de la police technique et scientifique. C'est-à-dire que sur une scène de crime, eh bien, il y a des traces, des indices qui vont être recueillis et l'enquêteur doit être absolument vigilant de ne pas bouleverser la scène de crime pour que les enquêteurs de la police technique et scientifique puissent venir participer et recueillir autant d'informations que possible pour venir servir l'enquête. Et tout au long de l'enquête, ces traces et ces indices sont susceptibles de servir, hein. Par exemple, recueillir quelques traces ADN, ça peut être extrêmement important pour permettre eh bien, l'administration de la preuve. Au passage, hein, il faut que l'enquêteur ne manque pas de vigilance par rapport à ces traces et ces indices. C'est-à-dire que c'est la présence d'un ADN sur une scène de crime ne peut pas permettre d'attribuer euh, la responsabilité de l'acte violent sur lequel on est en train de travailler parce que toute personne, pardon, toute personne a pu passer sur la scène de crime et par conséquent a pu venir déposer des traces. Mais ces traces n'expliquent pas leur responsabilité dans l'acte violent sur lequel on est en train de travailler. Donc l'enquêteur ne doit pas manquer de prudence, mais néanmoins, il doit recueillir autant que possible toute l'information nécessaire à l'administration de la preuve sur laquelle il travaille. Et puis si on va plus avant, eh bien sûr, l'enquêteur peut, le cas échéant, recourir à des aveux qu'il obtient auprès d'un suspect potentiel, des informations qui lui viendraient suite à un entretien bien mené avec un suspect. Eh bien, il peut entendre des éléments et puis confondre ce suspect grâce, par exemple, aux traces qu'il a pu obtenir de la police technique et scientifique, confondre ce suspect aussi par rapport à des informations qu'il aurait recueillies auprès de ses informateurs. Et puis, il va venir se confronter eh bien, à cette situation. Et puis, ça va lui permettre de venir servir le projet qu'il a, en venant s'entretenir avec ce suspect et puis, essayer de le confondre. Et puis dans cette logique, et de manière complémentaire, je crois, à cet apport du suspect, à cet entretien avec le suspect, eh bien, nous avons tout ce qui relève des activités de témoignage. C'est-à-dire qu'un crime, eh bien, il se déroule bien sûr, dans un contexte et se déroulant dans un contexte, eh bien, il est, évident que, dans ces situations-là, il y a parfois les victimes sont également témoins et donc ça, c'est très riche. Mais, dans un certain nombre, d'autres cas, il peut y avoir aussi des témoins oculaires qui ont vu la scène et qui sont susceptibles de la rapporter et donc de venir enrichir l'enquêteur enfin d'enrichir, de nourrir l'enquêteur sur sa manière de concevoir l'événement tel qu'il s'est déroulé. Et donc ces témoignages, ils sont évidemment essentiels parce qu'ils viennent participer du déroulé de la compréhension pour l'enquêteur de ce qui s'est passé dans une scène particulière. Et donc, on va essayer de montrer en quoi ces témoignages sont dignes d'un intérêt et comment l'enquêteur va pouvoir s'en enrichir, se nourrir pour pouvoir imaginer ce qui s'est déroulé sur la scène de crime sur laquelle il est en train d'enquêter. Parce qu'au final, pour lui, son travail consiste à se donner les moyens de reconstruire à partir des informations dont il dispose, informateurs, traces et aveux et éventuellement témoignage. Son travail consiste le travail de l'enquêteur consiste à essayer de reconstruire une scène telle qu'elle s'est déroulée. L'enquêteur, dans cette situation, doit pouvoir, bien se nourrir de tous ces éléments-là, de les combiner pour, éventuellement, reconstruire un événement tel qu'il a pu se dérouler. Alors le témoignage, vous voyez, ça vient servir cette logique de construction, cette logique de compréhension, cette logique de reconstruction d'une histoire sur laquelle on est en train d'enquêter en tant qu'enquêteur.
Alors voilà ce qu'on peut dire concernant ces témoignages. Concernant la problématique de ces témoignages, c'est que ceux-ci sont, dans un certain nombre de cas, l'objet d'une information qui peut être biaisée et qui peut conduire à l'erreur de justice. L'erreur de justice, enfin l'erreur judiciaire avérée, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement problématique. Ce qu'on appelle une erreur judiciaire avérée, eh bien, c'est quelque chose, qui nous permet de montrer a posteriori, lorsqu'une enquête a été réalisée et qu'on constate quelques années plus tard, le fait que la personne que l'on avait incriminée est une personne qui n'était pas coupable, par exemple par des traces ADN, par exemple, enfin que sais-je, et qu'on réouvre le dossier et puis que, à la réouverture de ce dossier, on constate qu'au cours du déroulé de l'enquête, eh bien, il a pu y avoir des erreurs. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est combien la problématique du témoignage est une problématique importante parce que très impliquée dans la problématique de l'erreur judiciaire. Alors voilà le tableau que je veux vous présenter. Vous voyez, quand je parle d'erreur judiciaire et qu'on regarde les dossiers a posteriori, c'est le travail qu'a fait Ratner sur 205 cas particuliers, eh bien, on s'aperçoit que l'erreur judiciaire, comme cela vous est montré ici, eh bien, peut relever d'une simple erreur des enquêteurs. C'est-à-dire que nul n'est faillible, nul n'est infaillible, pardon. On est tous faillibles et dans la réalisation parfois d'une activité de travail, eh bien, il peut y avoir des erreurs et vous voyez que dans les 205 dossiers qu'il examine, il y en a 8,4 % qui sont dus à ces simples erreurs, c'est-à-dire, un policier qui, dans le déroulé de son travail, ne tient pas compte d'éléments dont il aurait dû tenir compte et qui auraient pu être, explicatifs, de l'événement sur lequel il travaille. Vous avez 1,6% dans la situation, ces 2 cas, hein, donc vous voyez, c'est 3 cas, pardon, c'est très peu, ça peut être une erreur de la police technique et scientifique, parce que ça arrive et donc une erreur, de trace qui est attribuée à une affaire et qui n'en fait pas partie ou de traces négligées qui auraient pu être examinées et qui ne l'ont pas été. Enfin bref, une simple erreur de la police technique et scientifique dans la réalisation de son travail. Vous avez également, des logiques, où parfois la police peut être amenée, heu, à confirmer, la culpabilité de quelqu'un en ayant à l'esprit un certain nombre d'éléments dus aux antécédents criminels du suspect arrêté. Vous voyez? C'est-à-dire, cette idée que parfois, eh bien, les policiers peuvent tomber dans cette logique, du «qui a bu boira» quoi, pour entre guillemets, c'est-à-dire, cette idée que, puisque, ce suspect-là a ces antécédents-là et qu'on relève, que l'affaire s'est déroulée comme ça, bien ça peut conduire à des conclusions parfois un peu hâtives et du coup, conduire à incriminer quelqu'un qui pourtant est totalement innocent. Cela arrive, et ça doit pas être négligé. Il faut bien évidemment l'énoncer. Vous avez enfin ensuite, toujours du côté de la police, donc toujours de ce côté-là, hein, du côté de la police, eh bien, parfois des policiers qui font mal leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont négligé, dans un dossier, un ensemble de choses, qu'ils auraient, pas dû négliger. Faut dire que la problématique de l'enquête est une problématique compliquée, hein. C'est un champ complexe, c'est-à-dire qu'un policier va se retrouver dans une scène de crime et va devoir, déduire, rassembler un certain nombre d'éléments et puis assembler ces éléments, se nourrir de toute l'information, on l'a vu tout à l'heure, de toute l'information qui lui est mise à disposition pour essayer d'assembler les éléments et puis, il y a des moments, vous le savez tous, dans une activité professionnelle, il arrive parfois, qu'un policier, comme dans toute profession, soit, hem, pas nécessairement, en pleine conscience du travail qu'il est en train de réaliser, soit pas nécessairement,
totalement disponible pour réaliser le travail qu'on lui demande de faire, et donc il peut négliger un certain nombre de choses qui sont susceptibles de venir desservir l'enquête sur laquelle il est en train de travailler. Voilà, on va mettre ça sous l'étiquette des négligences d'un officier de police, et puis ensuite, vous avez 8,4% qui peuvent relever d'aveux forcés. Là, évidemment, ça nous fait directement écho à des méthodologies d'entretien avec des suspects qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, puisque l'encadrement de la garde à vue est aujourd'hui plus clair, plus encadré, plus contrôlé, et obtenir aujourd'hui, enfin rentrer dans des logiques d'aveu forcé est moins le cas que cela ne fut le cas par le passé. Évidemment, me vient à l'esprit l'affaire Patrick Deals, sur lequel vous pouvez lire, à qui on a reproché 2 crimes odieux, sur enfants, et qui après 15 années de prison a été totalement innocenté, puisque les crimes que l'on avait attribués à Patrick Deals, ont été, avoués et puis démontrés d'ailleurs ensuite, comme étant le fait, de ce tueur en série qui s'appelle Fourniret. Et du coup, cette affaire Patrick Deals, fait directement écho à cette problématique des aveux forcés, puisque à Patrick Deals, il avait été, placé dans une situation d'entretien, durant sa garde à vue, le conduisant à devoir répondre aux enquêteurs pendant 26 heures, et donc à être amené, progressivement dans une logique de devoir avouer quelque chose qu'il n'avait pas commis, en distillant auprès de lui un certain nombre d'informations pour donner corps à ses aveux. Vous avez également, des problématiques, et on ne peut pas l'exclure, sur un nombre de cas extrêmement important, des faux témoignages, d'un officier de police, qui peuvent, venir participer, à l'erreur judiciaire. Et puis maintenant, vous avez tout ce qui est au-dessus là de cette, ligne horizontale. Vous avez, tout ce qui relève de la problématique des témoignages. Et ce qui est intéressant, c'est que, parfois, il peut y avoir des témoignages qui relèvent d'un coup monté. C'est-à-dire, il y a des situations où on va, mettre en scène des témoignages, mettre en scène des témoignages parce que, on veut tenter, d'incriminer une personne, et donc on est dans une situation de vouloir, construire autour de cette personne, un espèce de coup monté, si on peut parler comme ça, coup monté destiné à essayer d'incriminer une personne alors qu'elle n'est pas coupable. Et se donner les moyens, eh bien, de mettre en place, des témoignages susceptibles de venir servir ce coup qu'on est en train de monter à l'égard d'une personne en vue de l'incriminer. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler des coups montés, et puis, vous avez par ailleurs tout ce qui relève du faux témoignage. C'est-à-dire que parfois, eh bien, dans une affaire, il peut y avoir des témoignages qui sont susceptibles d'abonder la culpabilité de quelqu'un, non, mais pour servir, non pour servir la culpabilité, parce que là, ça relèverait du coup monté, mais au contraire, pour essayer de disculper une autre personne qui pourrait être, susceptible d'être inculpée si, il n'y avait pas ce faux témoignage, et donc du coup, ça relève des faux témoignages. C'est-à-dire quelqu'un qui dit qu'il était avec la personne alors que la personne n'était pas nécessairement avec lui, quoi. Et donc ça s'appelle un faux témoignage, et dans les affaires, parfois ces faux témoignages, ils, sont considérés comme étant de vrais témoignages, et en conséquence de quoi, eh bien, ça va permettre d'incriminer quelqu'un. Et puis vous avez, et là, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, vous avez 52%. Moi, je dois dire que c'est ce chiffre qui m'a conduit à vouloir travailler sur cette problématique des témoignages. C'est que, dans un certain nombre de cas, vous avez, et non négligeable, hein, puisque dans les dossiers tels qu'ils ont été examinés par Ratner, sachant que ce travail a été refait depuis, à de nombreuses reprises, mais en tout cas dans ce texte de Ratner, vous avez, 52% des dossiers où l'on peut démontrer une problématique d'erreur d'identification par un témoin oculaire. C'est-à-dire, un témoin qui dit reconnaître, qui dit avoir vu, qui décrit une scène, qui vient, abonder
dans le sens de l'enquête et qui pourtant, se trompe dans la manière dont il énonce les choses. Il se trompe puisque de fait, a posteriori, quand on ressort les dossiers, eh bien, on peut démontrer que le témoin s'est trompé dans la manière dont il a énoncé les choses. Et là, vous voyez bien que c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que sur, ces 205 affaires, eh bien, il y en a, plus de 100, qui sont, dans cette situation-là, où on va, parfois placer pendant de nombreuses années des détenus, en prison, et garder ces détenus en prison alors qu'ils sont innocents et que cela est simplement le résultat d'une erreur d'identification. Et c'est là qu'en tant que psychologue, vous vous dites: «Mince, il faut qu'on puisse, travailler pour, se donner les moyens de faire en sorte que ces témoignages soient réalisés dans les meilleures conditions possibles». Alors on verra en quoi ces témoignages sont susceptibles de venir servir l'enquête, je vais y revenir tout de suite après, quoi. Parce que, vous voyez que ça c'est bouleversant que de constater ça. Ça veut dire qu'il y a, dans les affaires telles qu'examinées par Ratner, il y a donc, plus d'une centaine de personnes, rendez-vous compte, qui se sont retrouvées, emprisonnées, alors même qu'elles ne sont pas coupables et que, cet emprisonnement résulte d'une information que l'on a recueillie au travers d'un témoin oculaire qui se trompait. Et donc comment l'enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on peut essayer de limiter la casse? Comment est-ce qu'on peut essayer de limiter, heu, cet impact, des erreurs d'identification dans les témoignages oculaires? Et en quoi la psychologie est susceptible de venir servir ce projet-là? Donc c'est évidemment ce sur quoi nous allons poursuivre dans le cadre de ce cours. Alors si je poursuis, bah, vous voyez, je vais poursuivre avec, bah, un certain nombre d'affaires où en effet, on montre a posteriori, heu et on pourrait, d'autres se sont depuis, donné pour objectif de relever toutes ces affaires, mais là, vous voyez, je vous donne simplement quelques affaires, 40 affaires, heu, où a posteriori, eh bien, l'ADN a permis de disculper un individu pourtant jugé coupable, condamné. Et montrer que en quoi ces individus ont enfin, sur quoi ces individus ont été jugés coupables et condamnés, eh bien vous montrer que dans un certain nombre de cas, pour pas dire, dans un grand nombre de cas, environ plus de la moitié, eh bien c'est des problématiques de témoignage. Donc, tout ça pour vous donner, enfin, pour susciter chez vous l'envie de réfléchir, de travailler sur cette problématique du témoignage. Alors voilà, voilà ces affaires, vous voyez, je ces affaires sont parfois, on est aux États-Unis, donc ces affaires se concluent parfois à l'issue du procès, par, bah, des peines de mort, par, des sentences de prison invraisemblables, par, et cetera. Et j'essaye de vous mettre en face, comme vous le voyez, bien, les raisons pour lesquelles la personne a fini, a été jugée coupable et resté un nombre d'années de prison, suffisamment élevé et vous montrer que le témoignage est bien souvent une problématique sur laquelle on a insuffisamment, travaillé pour pouvoir l'améliorer, du point de vue du recueil d'informations que réalisent les policiers auprès de ces personnes qui ont pu être témoin, d'une scène de crime. Alors vous voyez, bah, je ne sais pas si je dois reprendre, mais juste pour vous expliquer le tableau. Ici, première colonne, vous avez le nom de la personne jugée, coupable, de la personne qui a fait de la prison, mais qui est pourtant innocente. Donc, bah, vous avez ici, Kenneth Adams. Ce qui lui était reproché, eh bien, c'est un enlèvement et 2 meurtres. Ces faits, se sont déroulés en 1978. La sentence originale, enfin la sentence le résultat du procès, on va le dire plutôt comme ça, parce que sinon sentence originale, c'est un peu de la traduction immédiate, mais bah, voilà, 75 ans de prison, on est aux États-Unis, donc vous savez qu'il y a pas de limite. Tout est possible, ce j'entends par years, servis, c'est, eh bien, c'est
le nombre d'années de prison réalisées par la personne qui a été, incriminée, qui a été jugée coupable, puisque c'est des personnes jugées, et donc cette personne, Kenneth Adams, ça fait 16 années, de prison. 16 années, rendez-vous compte, dans une vie. Et puis, bah, on va, quelques 16 ans plus tard, après son jugement, on va disposer d'informations nouvelles qui nous permettent, de discriminer totalement la personne, de discriminer totalement Kenneth Adams. Et quand on regarde, quand on réouvre le dossier, qu'on essaie de comprendre, les Américains aiment bien faire ça parce que ça leur permet, le cas échéant, d'améliorer leur système judiciaire. En France, on aime un peu moins faire ça, parce qu'on n'aime pas montrer que la justice est susceptible de se tromper. Mais là, bah, quand on réouvre le dossier, bah, on s'aperçoit que c'est une problématique de témoignage et strictement de témoignage. Donc, vous avez au long de ce listing, bien des affaires, qui vous permettent, bien de voir ce que les personnes ont fait, ce que les personnes ont fait, dans quelle année ça s'est passé, combien quelle est l'ampleur de la peine dont ils ont été l'objet, à l'issue du jugement, le nombre d'années qu'ils ont réalisées et puis à chaque fois, cette litanie de démonstration qu'il s'agit bien de témoignages. Alors vous voyez que parfois, eh bien ça se termine, bah, le procès se termine, hein, pour, par exemple, Rolando Cruz, par, la peine de mort. Donc on est dans ces situations de personnes qui vont se retrouver à plusieurs reprises dans le couloir de la mort et puis qui vont s'en sortir parce qu'au dernier moment, on dispose d'un élément nouveau, enfin comme vous l'entendez, de manière presque, quotidienne, dans la presse, eh bien ces personnes qui vont se sortir du couloir de la mort et puis, qui vont pouvoir, bah, gagner un peu de sursis, mais imaginez combien, une vie qui passe par ces épisodes-là peut être une vie terrible. Donc pour Rolando Cruz, bah, condamné à mort, il va faire 11 ans de prison, et puis, bah, on va, au final le discriminer, grâce, à des preuves ADN bien sûr et pourtant, cet individu avait été incriminé par des témoignages qui relèvent d'erreurs de jugement de la part des personnes qui ont témoigné. Donc, vous voyez combien c'est important de travailler sur ces dossiers-là. Donc voilà, vous parcourrez, ces différentes situations. J'ai pas envie de développer davantage, mais je vous laisse imaginer combien, la lecture de ces tableaux-là, finalement, donne, volonté, donne envie d'aller plus loin pour essayer, bien d'examiner ces dossiers, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé du point de vue du témoignage et donc, une fois après compréhension et bien de se donner pour objectif d'améliorer, autant que possible, et bien la qualité, de ce recueil d'informations auprès des témoins et en tout cas moi c'est là-dedans que je suis rentré. C'est-à-dire que, je me suis dit: «Mais nom de chien, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'il est envisageable d'améliorer les choses?» Et du coup, puisqu'on considère, et c'est là-dessus que je voudrais, terminer cette partie du cours, puisqu'on considère qu'au moins la moitié des erreurs judiciaires peut être due à des problèmes de témoignage, et ben, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se penche, nous psychologues, sur cette procédure d'instruction, et qu'on se penche sur cette problématique du travail d'enquête des officiers de police, de manière à les guider sur, la manière de faire des enquêtes. Parce que nous, psychologues, s'il y a bien quelque chose qu'on sait faire, c'est échanger avec un autre humain, de manière à pouvoir recueillir auprès de celui-ci de l'information, qui serait susceptible de me nourrir dans ma manière de réaliser mon enquête. Et vous voyez bien que c'est un vrai problème, c'est un vrai problème de psycho. C'est un vrai problème de psycho parce que, bah, ça porte sur 2 problèmes, qui devraient être traités, sur lesquels les psychologues vont devoir travailler. C'est d'abord, comment est-ce qu'on peut recueillir de l'information? C'est pas si simple que ça, mais en tout cas, en psycho, on sait faire un certain nombre de choses, mais s'il en est bien 2 sur lesquelles, on est capable de travailler,
c'est d'abord cette problématique du recueil d'informations, c'est-à-dire les entretiens spécifiques à mener avec les personnes qui sont dans les enquêtes et qui sont susceptibles de venir nourrir l'enquêteur. Et vous voyez, du côté de ce recueil d'informations, mais il y a 3 points qui me paraissent assez essentiels. C'est comment s'entretenir avec des enfants qui sont parfois témoins, mais qui sont également, et très souvent, lorsque les enfants sont témoins, ils sont également victimes. Et donc, mener un entretien avec un enfant, c'est pas si simple que ça. Ça relève d'une certaine technicité, ça relève d'une certaine connaissance de ce qu'est un enfant, de son fonctionnement cognitif. Et du coup, les psychologues sont capables d'apporter des éléments intéressants pour venir servir cette enquête. Deuxième point sur le recueil d'informations, c'est comment s'entretenir avec ces adultes témoins pour tenter de limiter ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ces 50% d'erreurs. Comment est-ce qu'on peut se donner pour objectif de poser des questions susceptibles de permettre d'apporter des éléments nouveaux qui ne seraient pas des éléments erronés. Donc, vous comprenez bien, par exemple, qu'il va falloir, autant que faire se peut, limiter les questions qui suggèrent une réponse, du style quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Parce que quand on pose cette question-là, on suggère une information sur le fait que le cheval était blanc. Et dans les enquêtes, on le voit souvent, ce type de questions, c'est-à-dire des questions trop fermées et qui conduisent le témoin à répondre par oui ou non à une question qui est posée de telle manière que le témoin dispose alors, au travers de la question, d'un certain nombre d'éléments qu'il a pu voir ou ne pas voir. Or, le témoin, il faut y penser dans une situation très particulière, au cours de laquelle il est évidemment très ému de la situation qu'il est en train de vivre, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être en justice tous les jours. Et si un enquêteur vient lui suggérer des informations, alors même que ce témoin ne les aurait pas vues, il est possible que le témoin acquiesce à ce qui lui est proposé, indépendamment de la réalité de ce qu'il a perçu. Et donc, évidemment, c'est un point essentiel sur lequel il ne faut pas manquer de vigilance, et on aura l'occasion d'y revenir. Et puis enfin, troisième point sur le recueil d'informations, c'est comment conduire des entretiens auprès d'un suspect. C'est évidemment des éléments essentiels sur lesquels on pourra revenir. Vous comprenez bien que bien le témoin qui est le témoin peut-être le plus intéressant dans une affaire, c'est celui qui a commis les faits. Et donc, comment se livrer à un entretien auprès de ce suspect? Historiquement, et dans la littérature et au fil du monde, et autour du monde, eh bien, on voit qu'il y a des stratégies différentes pour mener à bien ces entretiens auprès d'un suspect. L'enjeu ici, pour un suspect, c'est, de ne pas le conduire à des aveux forcés, au risque sinon d'incriminer, j'en parlais tout à l'heure à propos de l'affaire Patrick Dills, au risque d'incriminer une personne qui pourtant n'est pas coupable. Et puis l'autre versant, eh bien, c'est le versant identification des criminels, où là, on est davantage sur une activité mémorielle, une activité de mémoire, où on va recourir à des témoins pour se donner, pour leur offrir, enfin en tout cas pour se donner des informations en tant qu'enquêteur sur ce qu'aurait vu le témoin. Eh bien, on va pouvoir placer le témoin dans un rôle où il va peut-être reconnaître des agents qui sont, enfin des acteurs qui ont pu participer au crime. Et donc, c'est ce qui relève des paradis d'identification. On appelle ça aussi des alignements. Vous savez, ce sont ces situations au cours desquelles on va placer le témoin face à un ensemble de personnes ou un ensemble de visages, et on va demander au témoin de bien vouloir tenter de reconnaître quel est celui qui, selon lui, a pu commettre l'événement pour lequel il rapporte. Et il va alors tenter de reconnaître un visage. On pourrait voir, ou on verra dans les années qui viennent,
que c'est un problème complexe, pas si évident que ça. Et puis le deuxième versant, c'est la logique des portraits robots, logique des portraits robots où on va se servir de l'information d'un témoin pour essayer autant que possible, recueillir de l'information sur, ce qu'était le visage de la personne suspectée, du coupable et pour à partir de cette information rapportée par un témoin tenter de construire un portrait qui pourrait être un portrait robot qui nous permettrait, en tant qu'enquêteur alors de, de pousser plus avant notre enquête et donc de rechercher une personne. Ces logiques des portraits robots est extrêmement complexe puisque, rapporter sur un visage, c'est pas si évident que ça, hein. Si, les uns et les autres, je vous demandais, de venir, rapporter sur, le visage de votre conjoint ou de votre maman, de votre papa, que sais-je, décrire ce visage, morceau par morceau, son nez, son menton, sa bouche, ses yeux, c'est pas si évident que ça, sinon à donner quelques, informations très génériques, du style, couleur de cheveux, du style, couleur des yeux, mais dès lors qu'on veut rentrer dans le détail en vue de pouvoir dessiner le visage de quelqu'un les choses deviennent extrêmement complexes et l'exercice est beaucoup moins simple qu'il peut n'y paraître a priori, et je vous propose d'ailleurs de faire par vous-même l'exercice, tentez de décrire le visage, d'un de vos parents à quelqu'un qui ne le connaît pas et de manière à ce qu'elle cette personne soit en mesure de la reconnaître ensuite, c'est très, très complexe, quoi et c'est pas si évident que ça et vous verrez si vous faites cet exercice-là combien, rapporter un visage, c'est pas si évident que ça. Alors la problématique, elle est simple, elle est pourquoi c'est compliqué? Parce que, tout simplement la manière dont on capture l'information sur un visage, c'est une capture, globale et que quand on vous demande de rapporter un visage pour pouvoir le dessiner, on va vous demander de rapporter, les choses de manière séquentielle, par morceaux. Or, quand vous traitez le visage, même d'une personne que vous avez tous les jours en face de vous, vous le traitez de manière globale et non pas par morceaux. Donc comment vous allez essayer de procéder? C'est de vous projeter en mémoire le visage de la personne et puis à partir de cette projection en mémoire, vous allez décrire, des parties de ce visage. Vous voyez que quand on est dans une situation alors que autant c'est jouable pour une personne qu'on voit tous les jours, mais pour une personne qu'on a vue une fois dans une situation à forte émotion généralement et dans un entretien qui a, énormément d'importance parce que vous vous retrouvez dans une situation où votre description est susceptible de venir incriminer une personne, ça rend les choses extrêmement complexes et cette élaboration des portraits robots est une vraie problématique sur laquelle j'ai travaillé, il y a quelques années, par le passé. Voilà, si je fais une pause je veux la faire ici, voilà, vous avez, au travers de cette introduction, un certain nombre d'éléments qui vous permettent de comprendre le positionnement des psychologues et donc on verra dans le cours suivant, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour pouvoir, travailler sur ces éléments-là et comment le psychologue est susceptible de venir servir cette logique-là. Je vais maintenant, interrompre le partage, je vous propose, à partir de tout ce qui vient d'être dit, de faire une petite pause, pardon si les choses ont été dites de manière un peu rapide, j'espère que ça aura été suffisamment explicite pour que vous puissiez comprendre le contenu de ce cours et on se revoit dans un prochain enregistrement. Donc je peux maintenant, heu, arrêter cet enregistrement.
Bonjour, je viens auprès de vous parce